Salut à tous et bienvenue dans cette courte vidéo que je vais faire avant de partir en vacances. Aujourd'hui, il s'agit de parler d'une carte mère de la marque Athermeter, je suppose que c'est comme ça qu'on prononce ça, qui est trouvable relativement facilement pour dans les environs de 65-70 € sur AliExpress. Tout d'abord, parlons de pourquoi j'ai cette carte mère. Eh bien, c'est très simple. Un spectateur m'a passé il y a quelque temps quelques pièces d'ordinateur, enfin même une grande quantité de pièces d'ordinateur, qui étaient ou obsolètes ou HS. Et parmi ces pièces HS, ou en tout cas supposées HS, il y avait plusieurs trucs. Il y avait une alimentation de chez Seasonic, où dedans il y avait un composant qui avait grillé, j'ai réparé ça assez rapidement. Ensuite, il y avait aussi une carte mère de chez Asus en socket 2011, et cette carte mère en socket 2011 allait avec ce processeur, un Core i7 5820K, qui est un processeur, on va dire, haut de gamme, vraiment très haut de gamme de l'époque. C'était à l'époque où les Core i7 avaient au maximum 4 cœurs, sauf si vous les prenez sur la plateforme Socket 2011, qui est la plateforme des serveurs. Ici, il s'agit d'un 6 cœurs, il y en avait aussi des 8, et plus que ça encore si vous allez dans les Xeon. Il s'agit d'une version K, du coup on peut en faire un petit peu ce qu'on veut au niveau du coefficient multiplicateur, c'est-à-dire qu'on peut l'overclocker facilement, contrairement au Xeon, ce qui en fait un processeur relativement rare. Le processeur pouvait être en panne, étant donné qu'on ne savait pas si c'était la carte mère ou le processeur qui était en panne. Alors après avoir fortement bidouillé la carte mère, essayé de faire fonctionner ce truc, etc., je ferai peut-être une vidéo un de ces jours sur ces cartes mères Asus haut de gamme qui sont, comment dire, juste tellement nulles qu'elles se grillent elles-mêmes quand on modifie des paramètres dans le BIOS, enfin bref, elles ont des problèmes. Du coup, j'ai fait le pari, en voyant les problèmes qu'il y avait sur la carte mère, que ça devait être uniquement la carte mère le problème, et pas le processeur. Du coup, voici une carte mère pour remplacer le genre de carte mère Socket 2011 les moins chères que l'on peut trouver. Alors c'est une 2011-3, c'est celle qui utilise la DDR4. Il faut savoir que le processeur contient le contrôleur mémoire, du coup, il faut que le processeur soit cohérent avec le truc. C'est-à-dire, processeur qui gère la DDR4, carte mère qui gère la DDR4, processeur qui gère la DDR3, carte mère qui gère que la DDR3 aussi, etc. Donc il faut faire gaffe. Celle qui gère la DDR3 coûte moins cher, et la DDR3 a tendance aussi à coûter moins cher. Là, j'ai mis de la DDR4 relativement haut de gamme. Pourquoi 4 barrettes? Eh bien tout simplement parce que ces processeurs-là gèrent pas le dual channel, mais le quad channel, c'est-à-dire qu'en gros, ils peuvent couper ce que vous mettez en mémoire vive en 4 petits morceaux dans les 4 barrettes en même temps, comme ça utilise le débit des 4 barrettes combinées. Un peu comme le RAID 0 avec les disques durs, si vous en mettez plusieurs, ou ce genre de truc, si vous connaissez ce genre de truc. Bah voilà, le dual channel, en gros, c'est utiliser 2 barrettes de RAM, on coupe les données en deux et on les met sur 2 barrettes de RAM, comme ça on tire sur les deux en même temps, et si vous avez 4 ports, eh bien ça sera juste on remplit une puis on remplit l'autre. Eh bien là, c'est du quad channel, du coup ça utilise les 4. C'est pour ça que c'est un socket avec beaucoup de broches 2011, pourquoi? Eh bien parce qu'il y a 2011 broches derrière, ce qui est énormissime. Le socket qu'il y a sur les cartes mères, on va dire standard, de la même époque, avait que 1150 broches environ, vous voyez que, en gros, pour réussir à utiliser le quad channel, il faut clairement rajouter beaucoup de broches supplémentaires sur le processeur, ce qui fait un processeur assez gigantesque. Si j'enlève le processeur, voici la taille du socket sur une autre carte mère, donc, vous voyez que c'est absolument énorme, c'est d'ailleurs tellement gros qu'il y a 2 leviers, un de chaque côté du processeur, pour pouvoir appuyer uniformément sur toutes les broches. Si je vous prends un processeur standard de la même époque, voilà la taille qu'il fait. Vous voyez un petit peu la différence, c'est pratiquement 2 fois plus gros. Alors il faut savoir que certaines des broches sont aussi réservées aux multiprocesseurs, c'est-à-dire qu'en gros vous pouvez trouver des cartes mères avec 2 processeurs dessus, donc vous pouvez en mettre 2 côte à côte qui vont communiquer entre eux via les broches supplémentaires. En gros, si vous utilisez une carte mère comme ça, et avec un socket 2011 qui n'a qu'un seul processeur, il doit y avoir dans les environs de 200 broches qui sert à rien, donc ce serait plus ou moins un socket 1800 ou un truc comme ça, enfin bref, on s'en fout de toute façon, parce qu'il s'agit des mêmes processeurs qui font le biprocesseur et le uniprocesseur dans ce cas-là. Il faut savoir que les cartes mères pour ce type de processeur coûtent un bras et demi si vous voulez en acheter une de bonne marque, enfin entre guillemets de bonne marque, parce que franchement je suis plutôt satisfait de ce produit, je trouve rien à lui dire pour l'instant, à part éventuellement que le BIOS c'est beaucoup plus compliqué que sur une grande marque. Donc voilà ce qu'il y a une carte son tout à fait compétente, il y a un port gigabit Ethernet, il y a 4 USB 3, 4 USB 2 et encore les PS2 dessus.
Il faut savoir qu'ils viennent pas forcément tous avec exactement les mêmes ports, mais il faut savoir aussi qu'il y en a quelques-unes qui n'ont pas l'USB 3. Si vous prenez des cartes mères en DDR3, certaines, ils les font pas cher et tout ça, etc. Et ils ont pas cherché à ajouter de contrôleur USB 3 dessus. Donc vous devez acheter une petite carte USB 3 à mettre en PCI Express par exemple, si vous voulez utiliser ce genre de truc. Celles qui sont en DDR4 généralement ont toujours l'USB 3, et en plus d'avoir l'USB 3, elles ont aussi un port M2 ici pour pouvoir mettre un SSD ou ce genre de choses. Un truc sympa qu'elles ont, c'est ce petit cadran qui vous permet de savoir où est-ce que ça cloche quand vous essayez de booter, et que ça ne veut pas booter. Ici vous avez un port qui permet de mettre une carte Wi-Fi directement sur la carte mère. Vous avez sur celle-ci en particulier, je sais pas si elles sont tous avec seulement 2 ports PCI Express 16X, mais il faut savoir que c'est 2 ports PCI Express 16X complets, c'est-à-dire qu'en gros, il n'y en a pas un qui aura un débit meilleur que l'autre, contrairement aux plateformes grand public d'Intel, où le port PCI Express 1 est toujours privilégié parce qu'il est relié directement au processeur. Là, en l'occurrence, ils le sont tous, donc vous pouvez brancher votre carte graphique ici. Et pourquoi je vous dis ça? Eh bien parce que voilà une petite particularité de cette plateforme que j'ai remarqué, c'est que si vous achetez une carte mère Asus ou ce genre de truc, généralement elles sont bien testées, etc. et il n'y a pas ce genre d'anomalie. Mais vous allez voir, voici le quasi unique défaut de cette carte mère. Si vous mettez un gros ventirad comme celui-là dessus, mais un très très gros, hein, ça c'est le Noctua le plus gros que vous pouvez trouver, forcément lui il a quand même une taille assez balèze. Mais il faut savoir que la quasi-totalité des cartes mères de grande marque, eh bien vous pouvez utiliser le port 1 avec ce ventirad. Ce qui n'est pas le cas avec celui-là, il manque 2 mm pour que ça passe. 2 mm. En fait, juste l'épaisseur des accroches des ventilateurs sur le ventirad ici, qui sont trop épaisses pour que ça puisse passer. Donc voilà, c'est juste un petit peu con, c'est juste vraiment le seul problème que j'ai à reprocher à cette carte mère. D'ailleurs, ce qui fait ce problème est en partie un avantage, parce que contrairement aux trucs de chez Asus que j'avais avant, les VRM sont de grande taille, et pas miniaturisés au possible de telle manière que, ils sont plus fragiles que les VRM de grande taille, hein, c'est juste pour gagner de la place, hein, qu'ils en mettent des petits, c'est pas pour des raisons ou de je ne sais pas quoi. Et bien là, il y en a des gros, avec un gros radiateur dessus. Il faut savoir que ce genre de processeur ne tire pas très fort sur les VRM. Donc, pour cette plateforme-là, ça, c'est ce qu'on appelle un gros radiateur. Il faut savoir que si vous prenez le socket 2011 normal compatible avec les Sandy Bridge, il s'agira d'un radiateur juste correct. Parce que les Sandy Bridge sont quand même plutôt consommateurs. D'ailleurs, ce que je vous conseillerais, c'est de prendre en DDR3 un socket 2011 standard et de prendre un processeur Ivy Bridge et pas Sandy Bridge, parce que ceux-là ils consomment rien du tout et ils vont pas du tout user vos VRM, ça c'est clair. Et ils sont vraiment pas mal et ça vous ferait une plateforme vraiment de bonne qualité, hein, avec une carte mère dans les 60€, un processeur lui-même dans les 60€, la mémoire vive à peu près 60€ aussi. Pour 180€, vous aurez un truc franchement toujours actuel, hein, genre avec 8 cœurs et machin chouette, et pas 8 cœurs comme un AMD FX où c'est 8 cœurs qui en valent 4 de chez Intel. Non, là c'est vraiment, voilà, c'est pas mal du tout. Pas du tout dépassé encore comme plateforme. Le problème c'est juste que les cartes mères de chez Asus utilisant cette plateforme-là, elles sont fragiles, quoi. Elles sont horriblement fragiles, du coup tu peux en profiter que 3 ans, et puis ta carte mère grille avant le processeur, bien entendu, parce que, à ma connaissance, un processeur qui grille, et c'est pour ça que j'ai pris le pari d'acheter une nouvelle carte mère même sans savoir la certitude que le processeur était encore bon, c'est que un processeur foutu, en dehors du processeur hanté que je vous ai montré l'autre fois, et de processeurs où c'est évident qu'ils sont foutus parce que il manque des broches ou des trucs comme ça, comme par exemple celui-là où il manque une broche. D'ailleurs, si ça se trouve, il marche quand même, hein, qui sait peut-être que c'est pas une broche indispensable. Eh bien, je n'ai jamais vu de processeur foutu de ma vie. Ça, c'est vraiment super rare, quoi. J'en ai vu 2 en 20 ans, enfin voilà, deux processeurs foutus en 20 ans quand même, ça fait peu, hein. Donc j'ai pris le pari de pouvoir prendre ça. Et donc ce que l'on peut voir aussi, c'est la simplicité de la carte mère au dos, et ça j'aime bien quand les cartes mères ont rien au dos pratiquement. Les seules choses qu'il y a au dos, c'est des LED pour pouvoir éclairer, etc., etc. Vous savez, comme pour faire joli à l'intérieur de votre boîtier qui serait vitré ou ce genre de truc. Et même dans une carte mère aussi peu cher, hein, eh bien il y a des petites coquetteries comme ça. Alors ça m'a pas mal étonné, même si moi j'en ai rien à faire. Je me dis, pour 70 balles, frais de port compris, hein, franchement j'en ai pour mon argent, hein.
Alors, un truc à savoir que je vais rajouter aussi, c'est, vous voyez qu'ici, il y a un port supplémentaire pour ajouter une prise qui est normalement communément faite pour les cartes graphiques sur la carte mère pour ajouter un peu de courant. Je ne sais pas à quoi ça sert, parce que brancher ou débrancher, eh ben, ça marche pareil. C'est le même résultat. Ça marche aussi bien que ce soit branché ou pas branché, cette prise-là. Je suppose que ça doit servir si vous avez des cartes en PCI Express qui n'ont pas d'alimentation indépendante et qui tirent beaucoup sur la carte mère. Genre par exemple, un gros contrôleur pour du serial ATA supplémentaire ou du SAS, enfin des trucs comme ça, quoi. Un truc à savoir aussi qui est très intéressant, c'est que sur cette plateforme-là, eh bien ce n'est pas comme sur les plateformes Ivy Bridge, par exemple, pour le grand public, tous les ports qui sont ici, tous les ports Serial ATA, sont des ports Serial ATA 3, c'est-à-dire en gros ce sont des ports Serial ATA qui peuvent utiliser le plein débit d'un SSD, contrairement au truc grand public où, comme je vous le disais, eh bien il y a celles qui, enfin il y en a deux généralement, sauf si le constructeur a rajouté un contrôleur supplémentaire, il y en a 2 ou 4 qui ont le débit complet, un qui est géré par le truc Intel, un autre qui est géré par exemple par un truc annexe, donc il sera moins bien que les 2 du truc Intel, et ensuite les 4 autres du truc Intel sont des Serial ATA 2, c'est-à-dire qui ont 2 fois moins de débit. Un truc amusant à dire, mais franchement c'est vraiment rien du tout, c'est fourni sans batterie, sans pile. C'est fourni sans pile, bon, c'est pas grave, autant mettre pas de pile que de mettre une pile de merde, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc comme vous voyez, carte mère pas si basique que ça en fait, hein, parce que comme je vous l'ai dit, il y a les petites coquetteries du style les LED et tout ça, il y a quand même quelques trucs assez sympas, genre le M2 par exemple, fallait y penser à l'ajouter, même si ça coûte pas grand chose, fallait y penser, rajouter un mini PC Express aussi pour ne pas avoir une petite carte annexe pour le Wi-Fi, mais directement mettre le Wi-Fi directement sur la carte mère elle-même. Et ben oui, ça aussi, fallait y penser, pourquoi pas, ça coûte rien encore une fois, mais c'est des petits trucs sympathiques intéressants. Il y a un port debug. Alors comme je vous l'ai dit, le BIOS c'est austère, ça c'est un truc à savoir, mais si vous en avez rien à foutre d'overclocker ou je sais pas quoi, vous voulez juste acheter un processeur de serveur pas cher et une carte mère pas chère qui va avec, qui est compatible avec n'importe quel boîtier contrairement aux cartes mères de serveur d'origine, bah franchement c'est très bien, c'est vraiment très bien. Un truc à savoir aussi, c'est que le PCB n'est pas particulièrement fin, il a plutôt une bonne forme. J'ai regardé les soudures en dehors d'un composant qui est mis un petit peu de traviole, tout est bien soudé, même le composant de traviole est bien soudé d'ailleurs, hein, mais il est juste de travers. Voilà, rien de spécial à ajouter, il y a quelques ports sympathiques, genre par exemple il y a les trucs qui permettent de choisir si les ports USB ici pour certains sont alimentés par le 5 volts quand la carte mère est éteinte, c'est-à-dire en gros le 5 volts de veille de l'alimentation, ou uniquement quand la carte mère est allumée et donc utilise le 5 volts allumé de l'alimentation. Donc voilà, il y a quelques petites babioles comme ça qu'on voit plus souvent sur les cartes mères actuelles, ce qui peut être amusant pour ceux qui aiment que les ports USB peuvent recharger votre téléphone par exemple, même quand le PC est éteint. Il y a même de l'USB 3 en façade, hein, que l'on peut mettre ici, là. Je précise ça parce que ce n'est pas le cas de toutes les cartes mères de ce type-là, si vous voulez prendre une carte mère pour Xeon. Encore une fois, si vous prenez avec de la DDR4, forcément vous aurez un peu plus de modernité qu'avec les autres, ce qui est logique parce que c'est sorti plus tard. Donc le chipset lui-même contient plus de fonctions. Et ben voilà, je crois que j'ai plus rien de spécial à vous dire, donc encore une fois, ce genre de carte mère, visiblement, que l'on trouve sur AliExpress, de marque relativement inconnue, eh bien si on a vraiment besoin d'une carte mère pour ce type de processeur, notamment les Xeon en socket 2011, parce que c'est des processeurs qui sont vraiment très intéressants à acheter d'occasion, sauf que les cartes mères sont totalement introuvables. Et ben ce genre de carte mère dans ce genre de situation m'a l'air d'être plutôt une bonne affaire. Et encore une fois, en dehors du fait qu'ils ont l'air un petit peu moins funky que les cartes mères haut de gamme, elles ont plus ou moins toutes les mêmes fonctions. Exactement les mêmes fonctions, parce que tout est intégré dans le chipset Intel ici. Comment ils arrivent à faire ça aussi peu cher? J'ai oublié de vous préciser ça, c'est le dernier truc que je pourrais avoir à dire. Eh bien c'est parce que certains composants, notamment le chipset, est récupéré de cartes mères de serveur. Ils le dessoudent, ils fabriquent un nouveau PCB tout neuf, avec beaucoup de composants neufs, mais pas tous, et ils ressoudent ce composant-là, qu'ils ont eu gratos, en gros, d'un serveur en panne, par exemple, ou d'un serveur qui fonctionne, mais qui n'a plus d'intérêt, il est obsolète, et ce genre de truc,
hop, il resoude sur une carte mère où c'est beaucoup plus pratique de lui trouver un boîtier, comme je le disais, qui utilise des alimentations standards, etc. Et il transforme ces machines pour professionnels complètement, disons qu'ils vivent dans leur propre monde en termes de standards, hein, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout les standards des PC normaux, en carte mère totalement compatible avec les standards ATX, les standards normaux, quoi, barrette de RAM normale, non ECC, tout des petites babioles comme ça qui sont sympathiques, notamment par exemple le fait d'avoir 2 PC Express long format comme ça, qui soient espacés avec le bon espacement, parce que les cartes graphiques sont toujours très larges et ce genre de trucs, etc. Enfin bref, en gros ils en font une carte mère vraiment utilisable et pas bidouillable, on fabrique un boîtier en bois et tout ça, quoi. Donc voilà, c'est pas la dernière fois qu'on verra cette carte mère, parce que on va pouvoir faire une expérience avec ces barrettes de RAM qui sont tous identiques de chez G-Skill là ici, des barrettes de RAM très rapide, et que l'on va pouvoir comme ça utiliser en mono-channel, dual-channel, triple-channel et quad-channel, et on verra comme ça quel est le gain de performance qu'on a en passant de mono à quad-channel, etc., en passant par tous les intermédiaires. On verra si c'est vraiment utile d'avoir 4 barrettes au lieu de 2 en fait, et si ce genre de plateforme, eh bien, elle ne cacherait pas des performances supplémentaires encore insoupçonnées qui pourrait y avoir là-dedans. Car encore une fois, on se rend bien compte que comme Intel n'avait absolument aucune concurrence à cette époque-là, eh bien, les meilleures fonctions, ils ont voulu les garder pour eux-mêmes et pour les pros, et ne pas les donner du tout aux consommateurs standards, on va dire. Et je trouve ça un peu bête, hein, ils se sont vraiment fait avoir, et j'ai envie de dire que ce qui leur arrive de nos jours, vu qu'ils avaient tellement d'avance qu'ils ont carrément licencié les gens qui amélioraient leur matériel, quoi, eh bien, ce qu'ils ont maintenant, ils l'ont plus ou moins mérité, hein. Franchement, un peu comme AMD avec la AMD FX, ils avaient clairement fait n'importe quoi, eh bien, Intel de nos jours, vu qu'ils ont plus personne pour designer leurs processeurs, eh bien, ils ont accumulé un retard considérable. Ce qui fait d'ailleurs que ce genre de plateforme Socket 2011, en réalité, ce sont la même chose, plus ou moins, que les processeurs haut de gamme de chez Intel actuels, en fait. Ils sont à peine moins puissants pour le même nombre de cœurs et la même fréquence. En gros, vous pouvez avoir pour une fraction du prix la même chose qu'un Core i9 en achetant un Xeon compatible avec ce truc-là. Des processeurs qui d'ailleurs, à l'époque où ils étaient neufs, coûtaient parfois jusqu'à 10 000 € le processeur. Bon voilà, je vous dis salut à tous et à la prochaine!